commencer, hein, mais ça va pas être très long. Mais simplement, oui, ce soir culture. Culture, ça nous tenait vraiment à cœur de le faire dans le contexte politique. Parce que on a vu qu'au moment du vote des budgets des différentes collectivités, eh bien, il y avait un certain nombre de collectivités, dont celle qui nous concerne, c'est-à-dire celle de l'Hérault, que ce soit le département ou la métropole, ont annoncé des baisses drastiques dans un contexte budgétaire contraint. Et donc, on avait vu par exemple il y a quelques mois le président du département, Mesquida, qui avait annoncé on va supprimer 100% des budgets de culture. Il y a eu une mobilisation, il y a eu les syndicats et puis les professionnels du métier qui se sont mobilisés. On a obtenu certains gains de cause et puis finalement de 100% on est passé à 48% de baisse du budget. Et puis de ces 48%, on a obtenu qu'il y ait certains budgets qui se maintiennent, des budgets spécifiques pour certains secteurs de métier. Bon, c'est pas la panacée, mais ça montre quand même que la mobilisation a un petit peu fonctionné. Mais pour vous rappeler ce contexte-là dans lequel on fait cette formation, c'est la culture est toujours le parent pauvre des budgets. Et quand il y a une variable d'ajustement, c'est souvent le secteur culturel qui trinque, et derrière, c'est des métiers, c'est des emplois, c'est des compétences, et c'est des structures aussi qui sont en danger. Donc on avait vraiment à cœur de faire cette formation, et Romain va nous en parler un peu plus en détail. Sur le calendrier des formations, on arrive au bout d'un certain cycle, parce qu'il va y avoir l'été, et donc beaucoup moins de camarades présents, mais nous on a quand même la volonté de continuer dans la mesure du possible à faire ces formations. Je pense que toutes celles qu'on a fait sont assez bien passées. Là j'ai mis en ligne cet après-midi la formation avec François Valéjas sur l'urbanisation, la métropolisation et tout ça. Je le partagerai dans les books. Je suis un peu en retard dans la mise en ligne des vidéos, mais parce que ça demande aussi un peu de temps de traitement, etc. Mais ça va arriver en temps et en heure. Et donc là, pour ce qui est du calendrier, on n'a pas forcément de date des prochaines formations, mais on a plusieurs pistes qu'on voudra vous soumettre aussi. Alors, il y a la question de la santé avec Nicolas et Gaspard, avec un angle là aussi, le contexte national de baisse aussi drastique des budgets de la santé, on en parle un peu en ce moment dans l'actualité, mais pas que, aussi parce qu'il y a un contexte local. Et là j'ai vu la publication tout à l'heure de la CGT du CHU qui ont obtenu je crois 42 postes supplémentaires. Donc là aussi dans ce secteur là ça bouge, et ça peut être intéressant que la prochaine formation soit sur ce thème là. On a aussi l'éducation qu'on voulait faire en binôme avec Esther et Marianique Alexandre, qui était ancienne adjointe à l'éducation à la mairie de Grabel, là aussi sur un sujet qui est d'une importance cruciale quand on réfléchit aux questions des collectivités, parce que quand on y pense, c'est quand même la première compétence des collectivités, des communes, c'est les écoles. Et puis le dernier point, c'était territoire zéro chômeur, qui ne serait pas forcément sur le format d'une formation à proprement parler, mais qui serait peut-être plus une conférence débat, parce qu'on sait que territoire zéro chômeur, c'est un sujet qui fait un peu débat dans notre ligne. Il y a plusieurs positions. J'avais interrogé le comité électoral sur le sujet, qui avait vu nos formations, qui nous avait dit c'était super et tout. Je lui avais dit on voudrait faire sur territoire zéro chômeur, mais j'ai peur qu'il y ait un peu des débats. Il m'a dit non, foncez, c'est dans la boîte à outils, c'est dans le programme, il faut faire territoire zéro chômeur. Donc peut-être qu'on ferait une formation aussi sur territoire zéro chômeur. Et si on arrive à faire ça, à boucler ça jusqu'à la fin du mois de juin, on a 3 formations là qui... on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est ça un peu l'idée. Voilà, je m'égare un peu, mais du coup, ce soir, culture avec Romain. Je te laisse la parole. Merci. Alors bonjour à tous. D'abord, je vais me présenter. Donc moi, je suis Romain. Pourquoi Antoine et Nico ont demandé à moi d'animer cette formation? Alors, j'aime pas beaucoup le mot formation.
parce que je ne suis pas formateur, mais c'est plus pour vous en dire plus sur le domaine culturel. Et donc j'ai fait des études dans le théâtre, dans l'art vivant en général. Au sortir de ces études-là, j'ai été chargé de production pour une compagnie à Montpellier, une compagnie de danse plutôt. Ensuite, j'ai réussi à intégrer Montpellier Danse et enfin le théâtre des 13 Vents, Centre dramatique national de Montpellier. Donc de là à dire que je suis un spécialiste des politiques culturelles, non, mais je pense savoir comment ça fonctionne. Et le but, c'est aussi de vous montrer comment ça fonctionne, comment j'ai construit la chose, parce que je ne savais pas trop à quel public j'avais affaire, si j'avais affaire à un public qui était connaisseur de la culture ou pas du tout connaisseur. Donc je reprends vraiment au niveau des bases, désolé. Il y a des professionnels de la culture dans l'assemblée, juste pour savoir. Je suis comédienne. D'accord. Donc, désolé si je dis des choses que tu connais déjà, parce que je vais partir d'abord sur l'histoire, comment on a été amené à financer la culture et qui finance la culture. Et en fait, on va voir qu'en suivant ce fil historique, petit à petit, les collectivités territoriales arrivent dans le jeu et on va arriver, désolé encore s'il y a des gens qui sont hors de la métropole de Montpellier, mais sur le cas concret, j'ai pris l'exemple de Montpellier. Je sors juste de petits bouquins qui sont assez intéressants et que j'ai pris exprès pour vous. C'est surtout celui-là. Il y a un petit bouquin qui est sorti il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Culture et Métropole, une trajectoire Montpellier-Rennes de Emmanuel Négrier et Philippe Tellier. Ça se lit assez vite et c'est hyper intéressant. Donc en plus en vue des municipales, en tout cas pour ce qui est de Montpellier et de sa métropole, et si les questions culturelles vous intéressent, je vous le conseille beaucoup. Dans les choses que je vais dire, ça sort énormément de ce bouquin-là. J'ai ramené un autre. Et qui sont ces deux personnes? Un sociologue au CNRS, moi je connais surtout Emmanuel Négrier, et l'autre... Emmanuel oui, voilà. Et l'autre, il y a sa biographie à la fin, que je connaissais moins, mais il est maître de conférence en sciences politiques à Grenoble, à Sciences Po Grenoble. Et voilà, il dirige comme collection, etc. En tout cas, je vous laisse là, n'hésitez pas à la fin aussi si vous voulez les feuilleter ou quoi. Donc voilà. En intro, du coup, je voulais d'abord commencer par dire que ça ne va pas de soi que l'État et encore moins les collectivités locales financent la culture. En réalité, dans le monde, il y a une cinquantaine d'États qui ont un ministère de la culture. Il y en a d'autres qui ont un ministère de la culture, mais qui est attaché toujours soit à l'éducation nationale, soit qu'est-ce qu'il y a au tourisme, soit si on prend vraiment que des ministères de la culture purs, il n'y a qu'une cinquantaine de pays dans le monde qui n'en a pas. Si on prend l'exemple des États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture par exemple. En Allemagne, c'est même pas un vrai ministre de la culture qu'ils ont. C'est un délégué attaché au gouvernement, parce que la culture se gère plutôt dans les Länder. Donc ça ne va pas de soi du tout que l'État finance de la culture. Surtout qu'après, il y a aussi les gens qui pensent que l'État finance, donc est-ce que c'est une culture d'État, est-ce que c'est de la propagande d'État qu'on finance ou pas, etc. etc. On voit encore aujourd'hui des ministères de la culture se créer dans le monde. J'ai pris cet exemple-là qui m'a fait un peu rire, mais en 2018, l'Arabie Saoudite a inauguré son premier ministère de la culture, par exemple. Alors, comment l'État a commencé? Ça a commencé par l'État d'abord, qui a financé la culture. C'est dit, je vais financer la culture. En fait, les premières idées, mais c'est vraiment le tout début, c'est par le patrimoine que l'État a commencé à financer la culture. Donc, l'entretien du patrimoine, etc. Donc c'est à la moitié du 19e. Il y a la création d'un poste qu'on appelle le poste d'inspecteur général des monuments historiques, qui existe encore aujourd'hui. Ce poste-là existe encore aujourd'hui. Sa mission à l'époque, pour la faire vite, c'était de sillonner toute la France et de mettre dans un cahier tous les monuments historiques qu'il a, où il y a eu des faits historiques importants qui se sont passés, ou si, de par leur architecture, ils sont remarquables ou pas. Et donc, avec ça arrive la conservation du patrimoine, dont le plus bel exemple qu'on a et qu'on entend parler beaucoup, c'est Viollet-le-Duc, et avec Carcassonne par exemple, qui n'est pas loin, qui l'a restauré.
quoi. Bon, après il y a des... Bref, on peut parler de comment il l'a restauré, mais là n'est pas le sujet. Mais voilà, donc ça a commencé comme ça, par le patrimoine. Donc à partir de la deuxième moitié du 19e, 1850 du coup. Mais on est encore du coup bien loin de ce que finance aujourd'hui le ministère actuel. Au début du 20e, il y a les deux guerres mondiales qui font qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il y a quelques initiatives, mais des initiatives dont l'État n'est pas du tout porteur. L'activité artistique est énormément concentrée à Paris. Et pour prendre l'exemple du théâtre, que je connais mieux évidemment, il y a quelques compagnies qui décident par exemple de créer des compagnies itinérantes et qui décident de sillonner la France pour montrer des œuvres à Haute-Parc à Paris. Il y a la création aussi de théâtre en dur, je pense au théâtre de Busan, bon bref, mais il y a des initiatives, mais c'est vraiment des initiatives pas soutenues par l'État, des initiatives personnelles des artistes qui décident d'essayer d'aller en France montrer à tous les Françaises et les Français ce qu'ils font. Et du coup... C'était plus une mission d'éducation populaire. Oui, voilà, c'est ça. Et encore une fois, il n'y a pas de volonté politique là-dedans, à part celle d'un artiste qui a envie de faire une volonté politique. Au niveau de... C'est juste pour... à la limite, si vous avez des questions... Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère en plus vraiment être dans l'échange. Non, mais je préfère vraiment être dans l'échange. Mais limite, vous les écrivez et on fait un échange après, à la fin. Comme ça, voilà. Parce que je pense que ce que je vais dire, vous allez avoir des questions, obligatoirement. Vous demandez les choses, etc. Et donc, là, après la Seconde Guerre mondiale, pendant la reconstruction, c'est là où ça commence, enfin, où l'État commence enfin à se poser la question. Pas encore par le biais d'un ministère à proprement parler, par le biais d'une direction générale des arts, je l'ai noté quelque part, parce que je ne le connais pas par cœur, le nom, mais direction au spectacle et à la musique, qui était attachée à la direction générale des arts et des lettres, qui était attachée elle-même au ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, donc il y a une volonté surtout de décentraliser la culture, que ça parte de Paris, parce que tout était concentré à Paris. Et donc c'est une sous-directrice aux arts et à la musique, du coup, qui décide d'implanter des centres dramatiques nationaux un peu partout en France. Enfin, l'objectif, c'est de les installer un peu partout en France, telles des préfectures théâtrales. Je crois que des préfectures théâtrales. Et donc, un centre dramatique national par département. C'est l'objectif, en tout cas affiché. Avec des moyens, avec peu de moyens dans tous les cas, l'idée est de montrer des œuvres aux gens du département où ils se trouvent. À la même époque, juste après-guerre, il y a par exemple le Festival d'Avignon aussi, qui est fondé toujours par cette... Comment ? Il y en a beaucoup des festivals, je ne sais pas si on dit des festivals ou des festivals. Il y a beaucoup de festivals un peu partout. Je ne vois pas pourquoi une frontière devrait être la France, mais il y a aussi, ça rayonne un peu, il y a un rayonnement qui dépasse bien les frontières, et heureusement. Tout à fait. Parce que les frontières, il faudrait que ça soit... il veut plus que je me parle. Mais en tout cas, à cette époque-là, naît le Festival d'Avignon, toujours sous l'impulsion. Une dame qui est importante dans ce processus-là, c'est Jeanne Laurent. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été pendant longtemps oublié de l'histoire et dont on reparle depuis une vingtaine, trentaine d'années, parce que ça a été vraiment sous son impulsion, et elle était sous-directrice aux arts et lettres. Donc voilà, quelques initiatives de par le ministère de l'Éducation nationale, et en 1959, sous le général de Gaulle, le général de Gaulle construit un ministère pensé pour Malraux, et qui sera le ministère des Affaires culturelles. Donc enfin, la France est le premier pays, si je ne dis pas de bêtises, ou un des premiers pays, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, qui se dote d'un ministère des Affaires culturelles.
Le but, du coup, de ça, c'est toujours la décentralisation. Tout est encore concentré, malgré quelques initiatives et quelques débuts, tout est encore concentré à Paris. Donc le but est la décentralisation. Malraux, dès 61, pense l'idée des maisons de la culture. Je pense que tout le monde connaît une maison de la culture qui deviendront après des scènes nationales, ce qu'on appellera des scènes nationales beaucoup plus tard. Mais l'idée des maisons de la culture, il reprend cette idée de préfecture culturelle. Lui, il appelle ça des cathédrales modernes. Bon, chacun prend l'expression qu'il veut. Moi, je préfère la préfecture culturelle. Et dans ces maisons de la culture-là, généralement, elles sont dotées d'une bibliothèque, d'une salle ou plusieurs salles de spectacle et de cinéma, et parfois des salles d'exposition aussi. C'est vraiment un lieu où se concentre la culture. L'objectif de ces lieux, il le dira quand il inaugurera la première qui sera au Havre. Et ensuite, ça sera Bourges et Caen. Donc 61, la première qu'il inaugure, c'est au Havre. Et j'aimais bien la phrase. Le but donc, de ces lieux-là, il dira que ça sera de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité au plus grand nombre possible de Français. Donc voilà. Et d'ailleurs, à la création du ministère, cette phrase est aussi dans le décret de création du ministère de la Culture. C'est une des missions du ministère de la Culture. Et donc ces maisons de la culture-là vont se développer à partir des années 60. Petit à petit, évidemment, il n'y en a pas eu une par département tout de suite, et il n'y en a jamais eu, en vrai, une par département. Mais jusqu'au début des années 80, les maisons de la culture se développent. En 69, donc on est 10 ans plus tard, il y a d'autres initiatives. On pourra revenir si vous avez des questions sur ces périodes-là. J'essaye de passer un peu vite, sinon je vais être un peu trop long. 69, un moment encore crucial sur la décentralisation. On est toujours sur une logique de décentralisation pour le moment, et pas trop de participation ou de démocratisation de la culture. C'est plus, faut que les œuvres circulent et soient amenées aux gens. Il y a la création des directions régionales des affaires culturelles, encore actives aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est les directions régionales des affaires culturelles? Vous entendrez souvent parler de DRAC. Les DRAC, c'est le ministère. C'est un service déconcentré du ministère, donc c'est directement le ministère qui se déploie dans les régions. Donc par région, il y a une DRAC par région, une direction régionale. Donc tous les opérateurs culturels d'une même région n'ont pas affaire en direct au ministère, ils ont affaire au DRAC, qui est pareil, c'est le ministère en fait. Il y a un directeur régional des affaires culturelles, c'est le représentant direct de la ministre de la Culture. Enfin, il applique les politiques que le ministère décide. Donc l'objectif, c'est d'adapter les politiques culturelles nationales aux spécificités régionales. Et voilà, ça va être le dernier, on va dire, jalon. J'ai dû faire des sélections, mais ça va être le dernier jalon de la structuration, on va dire, du paysage culturel français pour qu'il soit déconcentré. Ça va être les prémices, ça va permettre un développement culturel de chaque région. Dans les années 80, l'arrivée de la gauche, ou du Parti Socialiste en tout cas, au pouvoir, et c'est des années dans les milieux culturels, en tout cas moi que j'ai fréquenté, qu'ils ont beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup d'argent. On passe le budget à 1% du budget de l'État, le budget de la culture devient 1% du budget de l'État. Petite chose à savoir, aujourd'hui ce n'est plus 1% du budget de l'État. Hein. On est en deçà. On est en deçà du 1%. Ouais. On est en deçà aujourd'hui. J'ai pas le chiffre exact par contre, mais je pourrais le rechercher tout à l'heure, au moment des questions-réponses, si vous voulez, je pourrais le chercher. Mais on est en deçà, oui, aujourd'hui. Donc le 1% culture, pour vous donner un peu l'échelle d'amélioration, donc ça apporte quand même un vent nouveau pour la culture, parce qu'en 82, on est à 2,6 milliards de francs, on est en francs à l'époque, hein. Donc on est à 2,6 milliards de francs, et en 93, le budget est à 13,8 milliards de francs. Donc vous imaginez l'évolution et le nombre d'argent public qui a été insufflé dans la culture. Donc c'est là où il y a énormément de création, beaucoup de création de choses. Les centres dramatiques nationaux se consolident, il y a des créations de centres dramatiques nationaux, il y a même des créations de nouveaux labels.
Donc, pour vous donner des exemples, il y a la création, donc là on démarre une période de démocratisation de la culture, donc un accès à tous et pour tous, peut-être pas nécessairement par tous, ça va peut-être être un problème qu'on va évoquer plus tard. Mais les choses emblématiques, la fête de la musique qui est créée en 82, les journées du patrimoine qui sont créées en 84, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il y a toujours, parce qu'ils prennent tous les fronts en même temps, il y a la création de fonds régionaux d'art contemporain, par exemple. Donc toutes les régions se dotent d'un fonds régional d'art contemporain. Il y a la création d'écoles de formation, la FEMIS pour le cinéma par exemple, qui est à Paris pour le coup. L'école nationale de photo d'Arles se crée à ce moment-là. Donc qui dépendent directement, ces écoles-là ne dépendent pas de l'enseignement supérieur, mais dépendent directement du ministère de la Culture. Il y a l'école du Louvre qui se crée à ce moment-là aussi. Il y a l'acquisition de nombreuses œuvres aussi pour nos différents musées nationaux. Et pour donner des exemples concrets ici, mais c'est pas que l'État qui a insufflé tout ça, on verra sûrement plus tard, mais en 81, création du Festival Montpellier Danse. En 82, le Centre dramatique national, le Théâtre des 13 Vents, était en fait à cette époque-là basé à Béziers. Il déménage pour arriver à Grammont, à Montpellier, sur le domaine de Grammont à Montpellier. Le Festival de Radio France se crée en 85, par exemple. Le Centre chorégraphique national de Montpellier se crée en 84. Mais voilà, on y reviendra sûrement parce que c'est pas que l'impulsion de l'État, mais c'est une ambiance. Il y a une ambiance qui pousse à la création et qui pousse... l'État insuffle quand même quelque chose de développons les structures culturelles. À partir de là, à mon sens, c'est un avis personnel, on pourra en discuter, mais on va dire que peu, voire pas de ministres de la Culture ont beaucoup de vision politique de grandes choses étatiques, en tout cas à mener au niveau de la culture. Ça correspond aussi à un moment où les collectivités territoriales vont entrer dans la danse. Donc en 82-83, on est en plein dans le boom des créations de nouvelles choses, etc. Il y a les lois Defferre qui marquent un tournant en transférant certaines compétences qui étaient propres à l'État aux collectivités locales. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, qui est de la culture et qui dépendait du ministère de la Culture, les bibliothèques centrales, qu'on appelait bibliothèques centrales à l'époque, qui étaient un peu partout sur le territoire, sont devenues les bibliothèques départementales, par exemple. Ensuite, s'enchaîneront une succession de lois et de dispositifs qui donneront de plus en plus de pouvoir aux collectivités locales. Est-ce que c'est aussi un désengagement de l'État sur la question culturelle? Certainement, à mon sens, oui. Mais pour vous donner l'enchaînement législatif, 99, la loi Chevènement, qui fait que la culture est une compétence optionnelle pour les agglos, mais qui peuvent s'en saisir du coup. Je vous dirai après pourquoi optionnel. Et enfin oui, je vais vous le dire juste après. 2004, la loi du 13 août 2004, donc il n'y a pas de nom, mais qui introduit la notion de compétences partagées en matière de culture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'agglo qui peut s'en saisir, mais il y a le département, il y a la région et l'État, du coup, qui a toujours aussi évidemment cette compétence. Et 2014, la loi MAPTAM qui crée les métropoles, donc encore un nouvel échelon, les métropoles qui peuvent se saisir de la culture, et qui peuvent se saisir de la culture sur tout son territoire, c'est-à-dire qui peuvent prendre la compétence culture sur les territoires d'autres villes aussi. La métropole peut prendre cette compétence-là. 2015, la loi NOTRe, qui confirme la compétence partagée entre les différentes intercommunalités. Donc l'objectif affiché, commune, intercommunalité, département et région peuvent collaborer pour développer des politiques culturelles cohérentes et adaptées aux besoins des territoires. C'est tout beau, mais la réalité est quand même différente, parce que quand tous les acteurs des collectivités locales s'entendent, tout va bien, on peut développer des choses en commun et mettre des budgets en commun, etc. Mais si on a une collectivité qui ne s'entend pas avec le département, qui ne s'entend pas avec la région, etc., c'est beaucoup plus compliqué
de mettre en place des politiques culturelles logiques et cohérentes, voire même quand elles ne s'entendent pas, les différentes politiques culturelles des différents opérateurs vont soit se faire doublon, soit être illogiques dans leur manière de procéder sur le territoire, à l'échelle du territoire du département. J'aime beaucoup à chaque fois l'échelle départementale. Je trouve que c'est une bonne échelle pour réfléchir les politiques publiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc voilà, pour vous prendre l'exemple concret d'ici, à l'époque de Frêche, quand Frêche était maire de Montpellier, président de l'Agglo, et qu'il a pris la région, et qu'à la tête du département, c'était un de ses anciens adjoints qui y était, tout allait bien. À partir du moment où Sorel est arrivé et qu'il avait plus enfin, il y a eu des problèmes qui sont arrivés à ce moment-là. Après, quand je dis tout allait bien, c'est-à-dire qu'il pouvait mener les politiques qu'il souhaitait mener, surtout. C'est ça que je veux dire. C'est pas que tout allait bien, mais en tout cas, il pouvait mener les politiques qu'il voulait mener. Pour vous donner un peu des données chiffrées. Donc voilà, là vous avez vu que petit à petit les collectivités rentrent dans la danse. Je vais rentrer maintenant sur quoi Montpellier dans tout ça, comment elle s'est saisie de cette compétence culture et dans quel but. Je vois que je suis un peu lent, je suis désolé, je vais sûrement dépasser ma demi-heure. Pour vous donner un peu aujourd'hui des données chiffrées, enfin les données les plus récentes qu'on a datent de 2020. Aujourd'hui, 8,7 milliards d'euros de dépenses culturelles sont faites par les collectivités territoriales. C'est 2,5 fois le budget du ministère. Donc le gros de la culture est porté par les collectivités territoriales aujourd'hui, il faut savoir ça. Et sur la répartition, c'est des données qui datent de 2020. Donc voilà, je ne sais pas si elles sont encore exactes, mais les proportions doivent être à peu près les mêmes, voire se sont accrues pour certaines. Mais c'est 58% de ces 8,7 milliards d'euros, c'est les communes, 20% c'est les intercommunalités, donc communauté de communes, métropole, voilà, communauté de communes, métropole, agglo. 14% ce sont les départements et 8% les régions. Vu que vous avez le panorama général, on va dire, et en accéléré, Montpellier dans tout ça. Montpellier en fait a commencé à devenir une ville culturelle et a beaucoup misé sur la culture à partir de l'élection de Georges Frêche. Je ne suis pas là pour faire du tout les louanges de Georges Frêche, mais on peut lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il a eu une vision politique, en tout cas pour sa ville, au niveau culturel. Pour sa ville et dans le contexte dans lequel il a pris le pouvoir dans les années 80, fin 70, début 80. Donc il a usé de la culture comme attractivité pour la ville. Ça fait venir du monde d'être une ville culturelle. Donc il a accru les propositions artistiques. Il a fait une ville un peu catalogue où on pouvait voir beaucoup de choses. Mais est-ce que les gens y étaient spécialement associés? Non, ça reste encore les sachants, on va dire, ou les spécialistes, les experts qui décident de ce qu'on va programmer, ce qu'on va faire comme action culturelle, etc. Mais donc Frêche arrive et comme je vous disais tout à l'heure, petit à petit, il va mettre ses amis au département, enfin un de ses adjoints au département, lui il va prendre la région et il va pouvoir développer tout ce qu'il veut. Il développe, entre autres, il mise beaucoup sur la danse au début, en fondant le festival Montpellier Danse, puis en accueillant le premier centre chorégraphique national de France sur son territoire. C'est là où l'agora de la danse est pensée, c'est pas là où elle va naître, là où vous la connaissez aujourd'hui à Montpellier, parce que ça va mettre du temps à se faire, mais du coup il achète les terrains pour créer ce lieu-là, etc. etc. Il déploie quand même une énergie et de l'argent public dans ces politiques-là. Faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est un héritage entre autres de Frêche et de ses successeurs qui ont continué, mais la métropole, le budget culture, c'est le 3e budget de la métropole. Premier, c'est les transports ou les déchets. D'ailleurs, je ne sais plus l'ordre, mais les deux premiers, c'est transport et déchets, et ensuite c'est la culture. C'est vraiment pas commun, c'est pas quelque chose qui arrive beaucoup, même dans les autres métropoles. Même dans les autres métropoles.
Mais qu'est-ce que finance ce budget-là? Justement, on va le voir, c'est principalement les gros opérateurs au détriment des petites associations ou des pratiques plutôt amateurs. Alors que je me retrouve dans mes notes. Hop. Donc oui, donc troisième budget de la culture, et qu'est-ce que finance essentiellement la plus grosse partie du budget? Comme je vous le disais, ça va être le Festival Montpellier Danse, le Festival le Printemps des Comédiens, c'est le premier financeur, la métropole est le premier financeur. Comment? Il y a l'opéra. L'opéra qui prend énormément d'argent, évidemment. Ça ne prend pas énormément d'argent, mais ça peut peut-être être aussi un outil qu'on peut utiliser, mais il y a le théâtre Jean Villard qui est un théâtre municipal. Toutes les villes n'ont pas un théâtre municipal. Et ça, c'est géré en direct par la ville, en plus, je pense, même pas par la métropole, c'est la ville qui a conservé la gestion du théâtre Jean Villard. Si je dis des bêtises, Antoine, je te laisse me contredire, parce que je ne suis pas non plus le spécialiste de tout ça. Je vais aller un peu vite. Du coup, au détriment des pratiques amateurs, et par exemple aussi un outil formidable qu'a la métropole, ce sont les maisons pour tous. Je ne sais pas si vous connaissez les maisons pour tous, mais au sein des maisons pour tous, c'est des outils, certaines ont des lieux carrément de représentation, on peut créer des spectacles et faire des spectacles, mais c'est aussi des lieux de formation amateur. Donc il y a des cours de toutes sortes, ça va de la danse contemporaine à la danse classique, en passant par le théâtre. On peut faire de la poterie, on peut faire du dessin, on peut faire plein de choses. Il y a des ateliers de lecture, d'écriture. C'est un vivier fort. J'ai entendu dire, mais j'ai pas réussi à trouver l'info, donc à prendre avec des pincettes, mais que apparemment des maisons pour tous ferment petit à petit. L'info que je trouverais, mais que j'arrive pas à vérifier vraiment, ce serait qu'il y en a, depuis l'arrivée de Michael Delafosse, il y en aurait eu 4 ou 5 qui auraient fermé. Voilà. Mais j'arrive pas à trouver l'info. Il y en avait 26, alors je sais pas quand ça s'est passé en régie. Il y en avait 26, je sais pas comment. Il y en avait 26 quand c'est passé en régie. Ok, parce que là il y en a 24 par exemple. Il y en a 24 aujourd'hui. 24 Ouais. Ça fait moins de... Ça fait au moins 2. Il y en a qui sont en travaux aussi. Par oui. exemple, celle de Malbosque, elle n'a jamais fonctionné parce qu'il y a toute une partie. Est-ce qu'il va les réouvrir? Ouais, Est-ce qu'il va la réouvrir? Est-ce qu'il va en reconstruire une? Et il y a des quartiers qui sont complètement délaissés de maisons pour tous, d'ailleurs. Et ça, en plus, il y a même un visuel que la métropole là, se montre en disant on a 24 maisons pour tous et tout. On voit des gros pans de Montpellier sur le plan qu'elle montre. Je pourrais peut-être le montrer, mais bref, si vous tapez maison pour tous Montpellier, vous tombez directement dessus. Il y a des pans entiers de Montpellier qui sont non desservis par ces... Enfin, il n'y a aucune maison pour tous. Alors que le but, ça pourrait être de se dire une maison pour tous par quartier. Ou une maison pour tous pour tant d'habitants. On va se dire que ça va couvrir tant d'habitants. Il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. Aussi, le problème de la métropolisation de la culture, c'est que toutes les villes qui font partie de la métropole versent de l'argent à la métropole et elles peuvent continuer à financer de la culture sur leur territoire, etc. Mais comme la métropole a la compétence culture, elles ont tendance, et que ça leur coûte quand même cher de donner de l'argent à la métropole, elles laissent, et que c'est le troisième budget de la métropole, elles laissent la métropole faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une hyper-centralité des actions culturelles menées. Je ne sais pas, après de l'Est, s'il y a beaucoup d'événements culturels organisés par la métropole, par exemple. Si je prends l'exemple de Grabel, il y a des choses qui sont organisées, mais c'est à charge de la mairie. Est-ce que la métropole prend un peu en charge? Et voilà, ça dépend de la bonne volonté des uns et des autres. Mais il y a des villes de la métropole où il se passe strictement rien au niveau culturel. Là où, normalement, les pouvoirs publics et le pouvoir de métropole devraient réfléchir à ça. Comme je vous disais, il y a un gros problème sur les différentes entités. Je vous disais tout à l'heure que la culture était optionnelle. En fait, c'est parmi toutes ces lois-là, en fait, toutes les lois dont je vous ai parlé,
qui donne aux collectivités territoriales le pouvoir de la culture, c'est toujours, elle leur donne en leur disant que c'est optionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétence obligatoire, c'est une compétence obligatoire pour personne, la culture. Pas pour les métropoles, pas pour les villes, pas pour le département, si ce n'est... Et pas pour la région. Ce n'est même pas une compétence obligatoire pour la région. Je suis quasi sûr, tu me donnes le doute du coup. Non, mais parce que quand les DRAC, à un moment donné, les DRAC... Les DRAC, c'est l'État. Oui, mais se sont divisés, une partie qui est partie aux régions. Donc... non, c'est parce que quand il y a eu la fusion de la région Occitanie avec les deux... Non, c'était avant. Il y a eu le personnel de la DRAC se posait la question et se portait pour savoir s'ils restaient DRAC État ou s'ils allaient à la région. C'était plutôt aussi d'ailleurs en général à la région. Mais il y a eu un moment où cette question-là s'est posée. Bon, moi ça ne me dit rien, mais en tout cas légalement parlant, c'est une compétence optionnelle pour tous les échelons de collectivité. Il y a des villes qui ne financent rien en culture, absolument rien en culture. Les départements ont toujours un budget culture parce que ils s'occupent généralement tout le temps des médiathèques départementales, qui est historique, et ils s'occupent toujours des archives. Et les archives font partie du financement de la culture. C'est comme ça que je vais commencer d'ailleurs l'échange avec vous. Je regarde juste si j'ai des petites choses à rajouter, mais on peut plutôt continuer dans l'échange, ça sera plus pratique, et puis moi ça va pouvoir me faire penser à des choses en parlant. Mais oui, je voulais proposer des solutions, mais peut-être que des solutions ou des problématiques, on peut soulever ensemble des problématiques que vous trouvez sur vos territoires respectifs et réfléchir ensemble à des solutions qu'on pourrait amener, ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, et quelles sont les problématiques actuelles qu'on pourrait résoudre ensemble. Je voulais juste... Non, je crois que j'ai fini. Oui, c'est comme ça que je voulais commencer, parce qu'on parle de culture depuis le début, mais du coup, c'est quoi, il y a quoi comme discipline, on va dire, ou qu'est-ce que finance, c'est quoi la culture? Alors je ne vous demande pas la définition, c'est pas un débat philosophique dans lequel je veux entrer, mais qu'est-ce que les collectivités territoriales, l'État, etc. financent avec l'appellation culture? C'est quoi? Les arts en général. C'est-à-dire? C'est plutôt tout ce qui est artistique et pas du tout ce qui est scientifique, par exemple. C'est de la culture aussi, mais ça n'en fait pas partie. Mais les arts retenus comme... Les arts, c'est général. Allons dans le détail. Qu'est-ce qui par exemple, je sais pas moi, dites-moi. Théâtre, musique, danse. Théâtre. Ouais. D'abord le théâtre, la danse, la musique, la plastique. Art plastique. Cinéma. Cinéma, oui. Les circassiens. Le cirque, ouais, tout à fait. La photo. Ouais, tout à fait. Théâtre. Théâtre, ouais. Peinture, on a dit. Ouais. Plastique, parce que c'est... Maintenant ça s'appelle comme ça. Mais alors là déjà dans ce que vous avez dit, tout rentre dans la culture. Pour ce qui est du cinéma, c'est des industries culturelles, donc c'est des financements assez particuliers. Généralement, c'est plutôt la région qui va financer ça, région qui s'occupe du tissu économique du territoire qu'il occupe. Et donc il y a peu de subventions, c'est soit régional les financements dans le cinéma, la télé, soit régional, soit national. Le CNC par exemple. Le CNC c'est le Centre National du Cinéma qui a été créé après-guerre d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça a été créé après-guerre. Ouais, voilà. Mais donc tout ça, c'est ce qu'ils appellent les industries culturelles et c'est un peu une catégorie à part dans le domaine culturel. Rien n'empêche une ville, il y a un film qui est tourné sur son territoire, l'équipe demande une subvention un peu pour financer le film. La ville a tout à fait le droit de financer une partie ou de donner accès à des locaux, ou etc., à subventionner peut-être plus en matériel que en numéraire. Donc pour vous faire un peu le panel total de ce que c'est la culture et qu'est-ce qui est financé dans la culture, comme j'ai dit, du coup, il y a le patrimoine, monuments historiques, musées nationaux et archéologie, les archives, du coup, ça fait partie du patrimoine, les arts vivants, théâtre, danse, cirque, musique, art de la rue, etc., etc. Les arts visuels, donc art contemporain, photo,
art plastique. Le livre et la lecture, les médiathèques évidemment, mais il y a aussi, par exemple, le département fait beaucoup de lectures publiques ou des choses comme ça. Donc les bibliothèques, on peut soutenir l'édition indépendante aussi, les petites maisons d'édition qu'on a sur son territoire. Voilà, les festivals littéraires évidemment, mais tous les festivals de toute façon rentrent. Oui. Il faudrait peut-être pas oublier la peinture, la bande dessinée, tout Tout ce à qui fait. est autour d'eux. La peinture a été Quand dit. ouais. Non. Quand je dis ça rentre un peu dans art visuel, art plastique, etc. Et livre et lecture pour ce qui est de la bande dessinée, etc. etc. D'accord. Et après, il y a le patrimoine matériel aussi. Par exemple, la Sainte-Anne qui va réouvrir. Qui arrive à ouvert. Qui a réouvert aujourd'hui, non? C'était avant-hier Voilà, soir, c'est l'inauguration. Le carré Sainte-Anne, Oui. qui fait la cathédrale Sainte-Anne. Oui. Qui fait Une église. partie, en gros, ça a été déclassifié, c'est plus un monument religieux, c'est un monument Désacralisé, désacralisé, pardon. C'est un monument culte, enfin, ça fait partie d'un monument culturel maintenant. D'accord. Ça a été inauguré là cette semaine. Ça aussi fait partie d'un patrimoine matériel de Tout à fait. que peut financer collectivité. Tout à fait. J'ai une question. Ouais. J'aurais voulu savoir s'il y a des choses, parce que je connais très peu de l'organisation de la culture en France. Je connais un petit peu au Brésil, mais ici je ne connais pas beaucoup. J'aurais voulu savoir s'il y a des choses qui sont prévues au niveau des financements par rapport aux initiatives populaires des quartiers, dans les maisons des quartiers, ou des groupes plus amateurs. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des financements spécifiques? Alors, les collectivités locales, pour le coup, vont financer ce qu'on appelle les EAC, l'éducation artistique et culturelle. Pour ce qui est pour prendre l'exemple de Montpellier, ils pourraient nous répondre que quand ils financent les maisons pour tous, c'est pour nos quartiers. Quand ils financent la ZAT, zone artistique temporaire, dans le quartier de la Mosson, c'est de l'argent public qui va pour... ils pourraient répondre comme ça. Il n'y a pas un financement éducation populaire. C'est plus un peu dispatché comme ça. Mais on pourrait décider de quelque chose dans ce sens-là, pour le coup, de dire on a le budget culture global, il y a tant qui sera destiné à la création de quelque chose dans les quartiers populaires, etc. Parce que l'accès via les maisons pour tous limite du coup le public qui est atteint par les maisons pour tous, qui dans les quartiers ne correspond pas à la totalité des personnes du quartier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un gros problème là. En tout cas, sur Montpellier, il y a quelque chose à travailler sur ce sujet-là, à mon sens. Mais rien que les gens des quartiers soient au courant déjà de l'existence de ça, mais aussi peut-être s'approprient les maisons pour tous aussi, et soient partie prenante de ce qui se passe dans les maisons pour tous. Il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, vas-y. Les maisons pour ce qu'on appelle les maisons pour tous, qui étaient aussi les maisons des jeunes et de la culture aussi à un moment donné, JC, qui n'étaient pas des maisons de la culture de Malraux, mais Tout à fait. Voilà. Ils sont arrivés avant d'ailleurs, les maisons de la culture de Malraux, la MJC. Et ces maisons de jeunes et de la culture qui sont devenues pour tous, etc., elles étaient tenues, gérées par des associations, les grandes associations d'éducation populaire. Il y avait Lou Lagrange, il y avait plusieurs associations qui avaient une audience nationale même, qui gérait en propre directement et qui avait donc une relation avec le public qui était d'éducation populaire. Donc les gens qui allaient chercher les gens, en fait, il y avait cette osmose que tu as l'air de chercher, elle existait à ce moment-là. Les municipalités, petit à petit, et sur Montpellier, il n'y en avait pas 26, ça avait pas comme peut-être une dizaine, quoi, je me souviens plus, 10. Et petit à petit, comme les subventions venaient dans le cadre de la politique de la ville souvent, pour aider, petit à petit, les municipalités, en particulier à Montpellier, a capté, a dit
c'est passé À capter quoi? oui, à capter le champ, c'est-à-dire le personnel, la gestion directe, les gens qui étaient les directeurs de ces maisons pour tous, c'était des gens de la société civile qui relevaient des grandes associations d'éducation populaire. Donc ils ont été un peu virés tous. Et la mairie a petit à petit donc, financé le personnel et occupé tout le champ. Donc c'est passé dans un second temps en régie. C'est là qu'il y a eu énormément plus de maisons pour tous créées pour que effectivement l'ensemble soit couvert. Mais du coup, ça a un petit peu changé aussi politiquement le sens. Tout à fait. C'est-à-dire tout ce qui était de l'initiative un peu de la base est passé par l'initiative de la municipalité pour ces... Voilà, alors après les gens ouvraient la maison pour tous, c'était des activités. Donc ça s'est transformé, c'était passé. Et de la régie, on est passé carrément à la gestion directe. Maintenant, c'est la gestion directe. Ouais, les maisons pour tous, c'est géré directement par la mairie. Et en fait, ce qui est faisable. L'esprit initial, alors tu as l'air de souhaiter que ce soit ça, mais il faudrait reconstruire l'impulsion de l'État. Pour rebondir là-dessus et sur la question précédente, le financement aussi des quartiers populaires, ça va être quand la municipalité ou la métropole donne des subventions aux assos qui sont basés. Dans le cadre de la politique générale. Voilà, qui sont basés, mais voilà, ça peut prendre sur un autre budget, et qui sont basés dans les quartiers. Et ce que tu dis, où c'était une association qui gérait la MJC, donc ça venait du quartier, parce que c'était une asso de quartier, etc. C'est ce qu'on pourrait appeler une délégation de service public. Ça, c'est possible de faire. On peut financer une association. Antoine, dis-moi si j'ai tort, mais par exemple, pour prendre l'exemple de la bibliothèque associative de Grabel, c'est une association qui gère la bibliothèque associative. Donc, la mairie de Grabel donne délégation à cette association-là de... J'imagine qu'ils ont un cahier des charges à respecter, des missions, et ils se revoient tous les 2-3 ans pour savoir si c'est bien fait. De critique de faire le gestion Comme de Grabel d'habitude. quand même, mais est-ce qu'on peut comprendre que ça transforme le milieu associatif, enfin moi je pense que c'est politique, hein, ça transforme le milieu associatif et l'initiative de terrain, on les transforme en prestataires de services, c'est-à-dire que ils deviennent des gens à qui on fournit un cahier des charges et on dit ce qu'il faut faire. Généralement, il est co-construit. Ça dépend, c'est-à-dire que Mais c'est pas un cahier des charges comme tu fais Oui. une délégation de service public avec des objectifs de rentabilité. Là, le cahier des charges, c'est que la bibliothèque, pour l'exemple de Grabel, est gratuite. Il n'y a pas de, comme dans une bibliothèque où tu vas, il faut une inscription, une adhésion, et là, les gens adhèrent à l'association. Mais et après, ils ont accès à tous les livres qu'ils veulent, machin. Le cahier des charges qui est, c'est les types de livres qui sont fournis par la bibliothèque, les nouveautés. On a sorti des choses qui ne correspondaient pas à la nature associative de la bibliothèque. Mais tu as raison de dire que si on donne des cahiers des charges, ça contraint, et donc l'association l'association d'éducation populaire ou ce que tu veux est dépendante du coup des subventions et de ce que... Mais après, du coup, c'est comment on arrive à encourager les initiatives populaires sans ensuite qu'elles dépendent des subventions. Personnellement, je propose quelque chose, hein. C'est qu'on supprime l'idée de cahier des charges. Et que les municipalités, etc., éventuellement subventionnent, que les associations proposent des choses, la municipalité les choisit en fonction de ses choix, et elle explique après coup pourquoi elle a fait ce choix. Mais pas le mettre a priori, parce qu'en mettant a priori, les associations ne sont pas bêtes, hein. Elles ont besoin de financement, elles ne sont pas bêtes, je veux dire, elles se plient au truc. Bien sûr, mais alors... Du coup, elles répondent simplement au cahier des charges, sans perdre de vue l'initiative qu'elles pourraient avoir
sur le territoire et tout cet élan créatif, il disparaît, quoi. Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais je mettrais un bémol, comme disait Antoine. Par exemple, si dans le cahier des charges, c'est il faut que la bibliothèque soit ouverte au moins tous les jours du lundi au vendredi. Non, mais ça, c'est pas dans les charges, on me dit, parce que... Si, moi, c'est ça. Si, c'est ça en fait, Non, c'est pardon, qu'elle soit excusez-moi. ouverte, etc. On dirige pas ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est elle qui fait. Écoutez, moi je travaille sur la politique de la ville à Montpellier, donc dans les lieux où on distribue l'argent sur toutes les associations de Montpellier, et on nous demandait de définir précisément quel public, quel machin, quel truc, quelle orientation, etc. Mais tout était défini. C'est pas simplement l'ouverture des lieux. Hein. Ça allait beaucoup plus loin dans la définition. Et même on nous demandait les différents services, parce que la politique de la ville, c'est les communes, mais c'est aussi les services de l'État, c'est aussi la caisse d'allocation familiale, c'est aussi bon. Et donc, on nous demandait de fournir chacun des éléments du cahier des charges pour financer. Du coup, ça allait loin dans la définition. Du coup, les associations, elles ne font que répondre à ce qu'on leur demande. Elles peuvent pas... Alors moi j'ai une autre question. Attends, juste avant, Ah, pardon, question. moi je t'avais pas vu. Vas-y. Vas-y. Mais simplement une question, comment vous appelez toutes ces boîtes à lire qui pullulent dans les quartiers où on amène des tas de livres pour enfants, pour adultes. La chose étant que quand on a fini, on les ramène, on les redistribue. Ça existe ça, existe dans Seine-Neuve, ça existe dans Montpellier. L'être humain est très inventif. Donc je ne sais pas, des fois il faut faire les choses bordées par des décrets, des machins, des trucs, et des fois c'est simplement l'inventivité de tout un chacun, être humain qui se rassemble, s'assemble, ou ne se ressemble pas du tout, mais s'assemble par leurs différences, et qui invente des modes d'action fantastiques. Moi, La musique, il y a des tonnes de musiciens dans le quartier, mais je préfère que vous les découvrez. Il y a une 50aine de musiciens. Et c'est pareil, ça, il n'y a pas de. Je pense pas. Ça se passe dans des petits lieux comme ça. Les gens bougent leur. Et tout le monde est très content. On peut prendre des enfants, on peut prendre des vieilles personnes. Et on peut prendre des adultes. Alors je rebondis sur, rebondis sur deux choses. Sur les boîtes à lire, moi je trouve que c'est génial et qu'il faudra en installer partout. Mais il ne faut pas que ça dédouane le service public de se dire bon bah il y a une boîte à lire, du coup c'est bon, ils ont leur dose de culture. Voilà. Et pour ce qui est des musiciens, pour rebondir sur cette partie-là, oui, un musicien qui va venir, il ne faut pas oublier que c'est du travail et qu'il faut qu'il soit rémunéré derrière pour faire son concert, etc. Donc s'il y a la puissance publique qui peut payer ce musicien pour pouvoir jouer, et pas que gratuitement et pour le bonheur de la musique, c'est quand même pas plus mal s'il peut vivre de son art. Oui, bien sûr, c'est pas plus mal, mais il y en a beaucoup de musiciens de tout ordre, artistes de tout ordre. Nous sommes tous des artistes quelque part. Mais il y en a beaucoup qui comptent sur quoi? Ils tendent la main, il y a un paf, et ils se font un joli petit pactole. C'est pas grave, c'est pas pour leur pomme, c'est pour continuer. Bien sûr, mais moi je préfère un salaire déclaré avec des cotisations. Chacun ses goûts. Oui, bien sûr. C'est pas une histoire de goût, là, je crois. Donc, de survie, de vie. C'est un problème de très politique, très dur, parce qu'effectivement, transformer, parce qu'ils ont besoin de préparer sa retraite. Mais on ne peut pas les transformer en salariés absolument, c'est-à-dire que parce qu'après là, ils deviennent quoi? Alors il y a le système de l'intermittence en France, si vous voulez, ça, je peux aussi en parler. Mais d'ailleurs, il ne faut pas tomber dans l'écueil, parce que je disais que donc, la métropole finance beaucoup les grosses structures. Il ne faut pas tomber sur l'écueil de se dire bon, on ne les finance plus, c'est à l'État de les financer, parce que déjà il n'y aura pas l'État qui va compenser, d'une part. Et d'autre part, c'est quand même des grosses machines qui permettent aux intermittents du spectacle de vivre aussi. Ces grosses machines-là, c'est des bassins d'emploi, etc. Là où les collectivités locales, par contre, peuvent agir, c'est sur les pratiques amateurs plutôt, etc. Là où l'État, pour moi, l'État devrait se soucier des travailleurs de l'art, etc. Devrait vraiment mettre toute son énergie là-dessus, et les collectivités locales peut-être s'occuper des choses plus locales et des associations qui font vivre les quartiers, etc.
culturelle individuelle de tous les individus, de tous les enfants, etc. C'est ça, c'est l'expérience. Ils ont tous eu une rencontre avec une pratique culturelle. Il y avait une autre question, Antoine? Non, il y a aussi comme équipement, il y a Médiathèque Pierre-Live, qui est gérée cette fois-ci par le département, pas par la métropole, mais par le département. Et il y a les archives dedans. Il y a les archives, mais qui est super. Hein. Après, si tu as des trucs contre, dis-le moi, mais moi, de l'extérieur, je vois ça quand même comme un gros équipement, au cœur quand même d'un quartier populaire, et qui fait beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a des bouquins, il y a des expos, il y a des choses thématiques, il y a des ateliers. Enfin, c'est aussi ça l'idée de préfecture culturelle un petit peu qui est là. Après, je reprends le fil de ce que tu as dit, c'est-à-dire que Georges Frêche, c'était la politique des grands équipements. On a fait parce c'est pas que de son fait, c'est parce qu'il était aussi maire dans un contexte du coup des années 80 et du coup de Mitterrand qui a augmenté les budgets culturels. Et donc ça a été, pendant toute cette période-là, les médiathèques, les réseaux des piscines, les grosses infrastructures culturelles et sportives, il a mis le paquet. Et ceux qui étaient présents là pour la formation sur l'urbanisme avec François Valéjas nous a bien parlé justement de la culture comme outil de marketing culturel. Et tu l'as dit aussi, c'est que il y a vraiment une dichotomie entre ce qui est fait pour faire rayonner Montpellier et la fréquentation culturelle, à la fois en termes de nombre, mais en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de quartier, etc. Là, il y a quand même une inégalité qui est quand même parlante. Et on se retrouve de ce marketing territorial au mandat de la Fosse avec Montpellier, capitale européenne de la culture. Avec un premier partenariat avec SET, qui peut être en soi une bonne idée parce qu'il y a des choses en commun qu'on partage sur la culture avec SET, mais on arrive quand même à ce truc-là où finalement on perd d'ailleurs la candidature, on met de l'argent dans des infrastructures, mais pas pour les gens, pas pour les artistes, ça arrive aussi à la ZAT ensuite, mais je sais pas comment tu vois le truc de est-ce que la candidature à capitale européenne de la culture c'est du marketing territorial, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi on a échoué et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Moi, sur les capitales européennes de la culture, j'ai vécu quand j'étais étudiant à Lille, qui a été capitale européenne de la culture, et j'ai beaucoup été vers Marseille quand elle a été capitale européenne de la culture. À ces époques-là, ça a quand même fait un nouveau souffle. Il y avait un air des années 80 quand elles sont devenues capitale européenne de la culture. Ça a amené des fonds, ça a amené un vivier énorme, et il y a des choses qui ont perduré par la suite. Pour juste prendre cet exemple-là, à Marseille, il y a le MUSEM qui est arrivé, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve que ça a perdu un peu de cette chose-là. Question, par contre, je rebondis par une autre question, je ne sais pas si ça va te plaire, mais pour la candidature de Montpellier à la capitale européenne de la culture, une association a été créée, M28. Énormément d'argent est transité par cette association-là. Cette association-là existe toujours alors qu'on n'a pas eu. La capitale européenne de la culture. Il y a la grosse crise en ce moment dans le domaine culturel. Où va cet argent? Qu'est-ce que fait cet argent? Où est-il? Moi, ça, j'aimerais bien poser la question à M. Delafosse et à ceux qui font partie. Il y a 2 salariés dans l'association. Donc, il y a énormément d'argent dedans et on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. En fait, moi je pense que j'aurais pas candidaté par exemple à Montpellier, capitale européenne de la culture. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. La question c'est aller plus large que ça. Comment tu sors du marketing territorial de la culture pour en faire une vraie capitale. Tu vois, on a les moyens, on a des fonds, on a des ressources, on a des équipements. Comment tu fais pour créer une véritable politique publique, populaire de la culture à Montpellier? J'ai pas des réponses toutes faites, je réfléchis et ce moment-là, je voulais le prendre aussi pour réfléchir à ces questions-là et le prolonger d'ailleurs pour celles et ceux que ça intéresse, mais par la création d'une boucle Telegram et de réunions régulières
pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être notre programme culture pour Montpellier, et peut-être plus largement pour la métropole. Mais déjà pour Montpellier, moi vivant à Montpellier, j'invite tous ceux qui ne seraient pas de Montpellier, mais de le faire pour leur propre ville, pour qu'on puisse, d'ici décembre maximum, proposer 5-6 grandes mesures qu'on voudrait porter sur un mandat de maire sur les questions culturelles. Donc à la suite, quand on sera off et qu'on partagera un petit verre ou quoi, on peut s'échanger les numéros pour celles et ceux que ça intéresse. Et je vais essayer de monter ça et d'avoir une réunion régulière tous ensemble pour qu'on puisse réfléchir à tout ça et rentrer un peu plus en profondeur dans les sujets que j'ai juste ébauchés. Mais du coup, comment faire? Faut intégrer. Il y a une question d'accessibilité, il y a une question. Faut pas croire que les grosses structures ne font rien non plus pour les quartiers, etc. Il y a un gros travail qui est fait. Si je prends l'exemple du Théâtre des 13 Vents où j'ai travaillé, il n'y a aucun tram qui va au Théâtre des 13 Vents, il n'y a même pas une station de vélo. Alors je dis pas que ça arrangerait tout, hein. Je dis pas que les gens de la Mosson iront au Théâtre des 13 Vents s'il y a le tram qui y va et qu'il y a des vélos. Mais déjà il y a une question d'accessibilité et il y a une question, oui, faut trouver quelque chose, mais je ne sais pas quoi, c'est à réfléchir, mais où les gens prennent part aux décisions, au moins peut-être pas globales, mais à certaines choses qui se passent avec leurs opérateurs culturels. Ou créer des opérateurs culturels d'envergure où carrément le citoyen a sa place et décide. Moi je trouve que les maisons pour tous sont intéressantes en ce sens où les gens du quartier pourraient décider eux-mêmes de leur programmation culturelle. Mais c'est ça, par exemple les ZAT. Sur le papier c'est bien la ZAT parce que on va. Mais c'est descendant en fait, c'est pas les gens des quartiers qui choisissent leur programmation. Résultat, à la ZAD de la Mosson, qui devait être le grand truc magnifique et tout ça, tu regardes un peu les photos, moi j'y ai fait un tour, il y avait très peu de gens du quartier de la Mosson qui étaient présents à la ZAD, ça c'est... voilà, mais en soi l'idée est bonne, tu vois, l'idée de programmer des espaces artistiques où il y a justement des groupes amateurs et tout ça qui peuvent s'exprimer, c'est super quoi. Mais alors il y a une grosse question sur la ZAT, c'est plus le même directeur. La ZAT existait déjà, même quand Michael Delafosse était délégué à la culture. Je me demande si ça n'a pas été créé quand Michael Delafosse était délégué à la culture. Et le directeur artistique de l'époque de la ZAT faisait une chose merveilleuse qui était toute l'année. Il travaillait avec les gens des quartiers. Et il créait des choses toute l'année. Ça démarrait en septembre et au printemps il y avait la ZAT qui arrivait. Et c'était... Alors évidemment qu'il y avait un artiste qui chapeautait le tout, mais même plusieurs artistes qui chapeautaient le tout. Mais moi je trouve que les artistes doivent s'impliquer aussi dans la vie de leur quartier et des quartiers. Et oui, amener leur pratique et essayer de... Il n'y a personne de mieux qu'un artiste qui peut faire aimer sa propre pratique aux autres et donc amener aussi les gens. Et il y avait vraiment un système, les premières ZAT, je ne sais pas si vous y avez été, mais à Figuerolles, qui a eu lieu à Figuerolles, il y avait vraiment, on sentait vraiment qu'il y avait eu un échange. Alors il y avait un professionnel artiste qui quand même chapeautait la chose, donc c'est vrai que ça ne venait pas uniquement des gens, mais les gens avaient toute leur place dans ce processus-là. Et c'est là où il a raté sur la ZAT qu'on a vue à la Mosson. C'est que c'était des gens dehors, on va faire de l'animation du quartier avec des gens pas du quartier. Ouais. Pour rejoindre la question d'Antoine, ça vire à l'événementiel, quoi. C'est ça. Et l'événementiel qui sert à un projet des politiques de promotion de l'élu ou de la ville. Ah bah la ZAT c'était clairement ça, c'était le lancement de la campagne municipale de M. Delafosse. Non mais en quelque sorte. Rappelez-moi le nom, il fallait dire quoi? Zone artistique temporaire. D'accord. Et avant le principe c'était un quartier était choisi, par exemple Figuerolles, et avec les écoles, avec les assos, avec toutes les parties prenantes de ce quartier-là, à partir de septembre jusqu'à la ZAT qui était en avril ou en mai, je ne sais plus, était construit quelque chose où on ne savait pas ce que ça allait être en fait. En septembre, on ne savait pas ce que ça allait être en avril ou en mai, quoi. Mais quelque chose était construit avec tout le monde. Et ça, c'était chouette. Ça, c'est dans la durée, quoi. Quand c'est éducatif, c'est dans la durée. C'est pour rejoindre la question d'Antoine.
c'est vrai que l'événementiel, c'est pile ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Le descendant et événementiel, il n'y a rien de pire. Quoi. Bah là, on est dans une L'événementiel, les festivals aussi. Oui, C'est le problématique. Festival des Lumières à Montpellier, enfin, c'est une déambulation dans Montpellier, ça sert à quoi enfin. On est dans une politique de catalogue, c'est ce que je disais à un moment, c'est-à-dire qu'il faut de l'offre, On est dans une politique de l'offre. Oui. Il faut de l'offre, il faut un catalogue, il faut montrer qu'on invite les plus grands ici. Je dis pas que c'est pas bien. Enfin, moi qui suis un féru de spectacles, etc., je suis très content quand des grands noms viennent et que je peux aller les voir, etc. Mais ça s'adresse à moi, en fait. Ça s'adresse pas à... Donc, je pense qu'il y a un curseur. Faut pas tout... Encore une fois, les grosses structures, faut pas leur dire, bon, bah, vous avez plus rien, c'est pas ça qu'il faut faire. Et en plus, en leur sein, il y a des gens vraiment qui travaillent sur les publics, qui essayent qui travaillent avec des associations, qui travaillent avec des personnes à mobilité réduite, avec les CCAS, qui font un travail de relations publiques. Mais c'est pas suffisant. Il faut trouver le bon curseur de où est-ce qu'on met Moi, ce que je voudrais dire, bon, c'est peut-être pas tout à fait le sujet, mais la question des artistes, par exemple, du théâtre. Les comédiens, tu parlais de 47, quand il y a eu le début de la décentralisation théâtrale, il y avait donc des troupes qui existaient d'ailleurs pendant la guerre, ça se faufilait là où ça pouvait, à qui l'État a donné un toit. Et sous ce toit, les comédiens, les techniciens, enfin il y avait bon c'est passionnant à aller voir, étaient permanents. Donc ils avaient un salaire assuré et ils pouvaient aussi, quand on voit selon en Bourgogne ou ailleurs, pardon ? Les Copiaux qui étaient en... Oui, les Copiaux, oui. Créaient d'aspect à Saint-Étienne. Mais ils faisaient de l'art, ils créaient quelque chose. Aujourd'hui, le problème, c'est que les associations, je ne sais pas exactement, il faudrait d'ailleurs préciser, parce qu'il y a de multiples formes d'associations. Les compagnies théâtrales sont des associations. Bon, il y a 3 personnes, 4. Et puis ça vivote parce que ça va répondre à des besoins. Mais la cerise sur le gâteau pour les compagnies théâtrales, qui ne sont pas les grands qu'on va voir dans les festivals, au Printemps des comédiens, sont contraints justement de répondre à des commandes, ce que tu disais tout à l'heure, quoi, d'aller dans les quartiers et la cerise sur le gâteau, c'est quand ils arrivent à créer quelque chose, à créer une œuvre. Et cette œuvre, elle n'est quasiment pas plus peu diffusée. À l'époque, il y avait, je ne sais pas, à Strasbourg, le Centre dramatique national, il faisait des tournées, moi je n'ai pas connu ça à cette époque-là, mais il faisait des tournées internationales même. Aujourd'hui, quand on a fait 15 représentations, ah oui, tu as fait 15, vous avez fait 15 représentations, c'est formidable, mais c'est dérisoire par rapport à ce qu'on a pu connaître. Donc il y a un aspect que je trouve tout à fait nécessaire, tout ce qui a été dit sur faire vivre les quartiers, amener les gens à la culture, mais déjà il faudrait pouvoir la créer. Faire de l'art, du théâtre, je parle je suis comédienne, mais faire du théâtre et qu'il y ait un travail qui soit fait dans les quartiers et pour pouvoir faire venir les gens, mais il faudra que les artistes eux-mêmes puissent vivre de leur métier. Or, avec le système de l'intermittence est venu à un certain moment, petit à petit les troupes permanentes ont été dispersées. Moi j'ai connu simplement, j'ai pas été permanente, mais en Bourgogne, il y avait encore une troupe permanente qui a fait des tournées partout, qui faisait un très bon travail, je trouve, et j'avais une collègue qui a fait l'école avec moi, qui était, qui était permanente. Et
À Strasbourg, il y a eu un moment une compagnie qui se trouve à Strasbourg, Jean-Pierre Vincent, ça ne me dit rien peut-être, mais les acteurs pouvaient eux-mêmes faire leurs œuvres. Donc les artistes sont sous-employés. On va leur dire d'aller faire ci, d'aller faire ça. C'est ça le cahier des charges dont tu parlais tout à l'heure. Il faut répondre à des obligations. Alors, la question des handicapés, des populations isolées, ce soit un vrai problème, ben ça c'est sûr, mais bon, je pense que la question est vraiment cruciale pour ces métiers-là, quoi, hein, leur avenir, l'avenir de ces métiers-là. Bon, moi je pense que le théâtre, la danse aura longue vie, parce que bon, ben, de toute façon, comme les musiciens dont tu parlais tout à l'heure, les musiciens ils jouent, mais maintenant, moi je vois souvent des gens qui sont au chapeau, c'est-à-dire qu'ils jouent et puis ils font passer le chapeau. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Parce que je regrette, moi, enfin, je regrette pas, je pense qu'il faut que les artistes ce sont des salariés comme les autres et doivent pouvoir vivre de leur métier. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que alors on est loin justement des questions de maison pour tous, ça je trouve ça formidable de s'atteler à ça, mais faut pas oublier les artistes. Moi tout à fait. C'est là la différence où moi je trouve que l'État et le ministère de la Culture s'occupent trop d'éducation artistique et culturelle par exemple, là où ça devrait être l'apanage du ministère de l'Éducation nationale. C'est un peu différent sur les collectivités territoriales. Je trouve ça normal qu'elles s'occupent de ces choses-là. Il ne faut pas s'en occuper. Oui, bien sûr. Mais que ça ne prenne pas sur les budgets de la culture. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, les petites compagnies, petites... C'est assez technique. Voilà. Mais du coup, je suis assez d'accord. Pour rebondir sur ce que tu dis, donc je suis toujours président d'une compagnie donc de danse. Et danse, c'est encore pire. C'est-à-dire que des structures et des coproducteurs nous financent. Le théâtre de la Vignette à Montpellier, etc. Bon, la Vignette nous programme pour le coup, mais après, ils nous programment pas. Donc nous, on crée des spectacles, et parfois on les joue 3 fois. Ah, oui. Dans la danse, parfois on les joue. Donc on a usé de l'argent public, c'est de l'argent public, on est subventionné pour ça. Et après, les salles ne nous programment pas, alors qu'elles nous ont financé elles-mêmes aussi, parfois. Et en fait, c'est parce qu'ils sont tous jusqu'ici, les salles, et en fait... ils sont obligés de... Les levées de rideaux, il y a 20 ans, les levées de rideaux, 13 ans, il y en avait 60 par saison. Maintenant, il doit y en avoir 20 ou 25. Mais parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faut embaucher des intermittents, il faut embaucher... Enfin, et donc le système... Enfin, et comme la culture est toujours la variable d'ajustement, compétences non obligatoires, etc., ça pose problème. Sur la permanence des comédiens, je vais prêcher pour mon ancienne paroisse, mais Nathalie et Olivier, qui sont directeurs du Théâtre des 13 Vents, dans cette idée d'utopie, de permanence, des artistes, etc., ont à plein temps 4 comédiens au sein du théâtre. Il y a 4 comédiens qui sont embauchés en permanence au théâtre des 13 Vents. C'est déjà ça, mais, oui, mais c'est leur troupe, c'est ce qu'ils appellent leur troupe. Mais voilà. Pas une troupe. Bah oui, mais au moins, voilà, pour essayer de conserver cette utopie-là. Et c'est parce que c'est un centre dramatique national qui peuvent se permettre de faire ça, mais encore, aucun autre... Enfin, à ma connaissance, il y a 70 centres dramatiques nationaux, donc je ne sais pas exactement, mais aucun autre centre dramatique national ne fait ça, en tout cas à ma connaissance. PNP, Et sur la politique de aucune visibilité, etc., en fait, dans les années 80, on subventionnait, on conventionnait les compagnies. Les conventions, c'était sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on disait, bah oui, l'État disait, ou les collectivités locales aussi, disaient, bah oui, vous, on va vous donner tant par an pendant 5 ans. Pendant tant d'années, c'était 5 ans, ça a diminué après 4 ans, après 3 ans, etc. Et ça donnait de la visibilité aux équipes artistiques. Ça permettait aux équipes artistiques aussi de réfléchir à, on a une visibilité sur 5 ans, quel projet on peut mener sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut créer, etc. Et en fait, on est rentré sur une logique d'appel à projet. C'est maintenant, les compagnies et même les grosses structures ne répondent qu'à des appels à projet. Appel à projet, appel à projet. Donc c'est du coup par coup. C'est là on va avoir de l'argent, mais il n'y a plus de... la compagnie de danse que je préside, on est conventionné pour 2 ans. Donc on a 2 ans de financement. Et avant, et ça fait peu de temps que c'est tombé à 2 ans.
Et dans l'esprit, vu qu'il y a eu il y a quand même beaucoup de personnes plus âgées que nous qui sont dans les structures, quand on dit qu'on est une compagnie conventionnée, les gens ils font « Ah bah ça va pour vous ». Mais pas du tout en fait, pas du tout, c'est 2 ans. Et oui, ça nous donne, c'est mieux que juste un appel à projet et un financement ponctuel. Mais en fait, mais là, je pense pas que c'est à l'échelle métropolitaine qu'on peut modifier ça, bien qu'on peut arrêter un peu les appels à projets, parce que pareil, la métropole ne conventionne pas déjà. Donc, mais au niveau local, est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer là-dessus sur les résidences d'artistes? Est-ce que le développement de l'offre de public, parce qu'on développe le privé aussi là-dessus, mais de résidences d'artistes encouragées par les fonds publics permettrait de donner de la visibilité? Résidence d'artistes, oui. Alors, pour donner l'exemple de beaucoup de lieux, et je me demande si la mairie ne fait pas ça aussi, c'est qu'elle donne gracieusement à des compagnies du territoire des lieux. Mais donc c'est bien au début du travail par exemple, mais concrètement, si t'as pas de lumière, si t'as pas de grille, si t'as pas de... Enfin, à un moment t'es quand même limité. Alors c'est génial de faire ça, mais à minima, faudrait un lieu et un technicien avec le matériel. Avec le matériel en fait. Une salle c'est bien au début du travail, nous on en a utilisé, même à l'époque le département prêtait le théâtre d'eau, ça on a été dedans. Le théâtre des 13-20 a mis en place un système de... Alors ça c'est mieux pour le coup, mais un système de ce qu'ils appellent studio libre. Donc c'est pour les compagnies du département. Ils donnent accès à c'est un petit théâtre qui est au sein du théâtre, la petite salle du théâtre des 13-20, qui est très bien avec des gradins et tout. C'est un vrai petit théâtre avec un grill. Et ils ont un service de montage. Là je rentre dans la technique, mais de montage d'un technicien permanent. Ils ont accès à tout le matériel du théâtre des 13-20, donc ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Et ils ont accès à un service de démontage à la fin pour enlever tout le matériel et tout. Et après, par contre, ils financent rien d'autre. C'est-à-dire que les acteurs, les techniciens qui viennent au sein de la compagnie, ils doivent être payés par la compagnie. Mais c'est déjà, ils essayent de pallier comme ils peuvent à ce genre de choses. Mais donc les opérateurs, même les gros, ils essayent, certains en tout cas, essayent de batailler. Mais en fait, vu que tout le monde... Pendant longtemps, les gros étaient épargnés, et là, depuis un an et demi, ça y est, ils coupent aussi les financements des gros, entre guillemets. Mais ça sert un peu à changer la logique de l'offre, c'est-à-dire que tu crées quelque chose et ensuite tu vas le proposer, et pas on t'impose un truc, un cahier des charges que tu dois respecter. Et il me semble que dans la boîte à outils de la France Insoumise pour les musicales, il y a une idée comme ça de regarder tous les lieux non utilisés de la ville, les espaces assez grands mais vides de la ville, et les proposer en résidence d'artistes. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, et ça c'est génial. Mais ça a ses limites dans le concret du travail en fait. C'est bien pour le début du travail, ou aussi pour des pratiques amateurs, ça peut être bien, mais voilà, si c'est à la fin de donner un spectacle professionnel et avec de la technique, de toute façon on le voit bien, pour voir, en tout cas dans le théâtre, avant on avait des grands décors, ça faisait marcher, en plus il y a toute une économie derrière, c'est qu'il y a des constructeurs décors, etc. Aujourd'hui, la majorité des pièces, c'est de la vidéo, donc au moins ça ne demande pas beaucoup de choses, et de la lumière, ça y a toujours de la lumière. À part les grosses productions, généralement le décor, il n'y a pas, quoi, ou une table et une chaise, quoi. Et c'est tout, quoi. Mais parce qu'il n'y a pas l'argent et on ne donne pas les moyens de... Je parle surtout du théâtre parce que c'est la chose que je connais le plus, mais c'est un peu vrai partout. Si ça vous va, si ça te va, Romain, je te propose de passer à la phase plus conviviale. On pourra continuer à poser des questions. Ah bah oui, carrément.